La plus grande de nos richesses ne se mesure pas en millions. Nous vous faisons découvrir des ovnis pour vous permettre d'en devenir un, vous aussi. Sportifs, entrepreneurs, artistes, ils nous partagent chaque semaine leurs récits de véritables trésors d'informations. Voilà, Daniel Neft. Alors Neft, tu me dis pardon, Nef avec Neft un F, court, ouais, Nef, ouais. avec un F en moins. C'est parti pour cet épisode du podcast d'OVNI. Bienvenue ici, ça va? Tout est bien, t'es installé, t'as tout ce qu'il te faut. Très, très confortable, merci. Alors on est parti. Toi, t'es passé chez Open Classroom. Ouais. Et t'es parti dans un univers quand même totalement différent. Mmh. Qu'est-ce qui se passait? Alors Open Classroom, c'est vrai que ça a été, c'était une aventure de plus de 6 ans. J'ai reçu Nick sur mon podcast Génération It Yourself. OK. À un moment, je sais pas, la croissance était énorme. Toi, t'es arrivé quand? Moi, je suis arrivé, avant une grosse levée de fonds de 60 millions, OK. quelques mois avant. Donc ouais, Open Classroom, ça a été, une sacrée aventure, hein. On a vécu l'hypercroissance, hein, pendant ces 6 années. On a rencontré, c'est là que j'ai rencontré mon co-founder aussi, Dorian Millière, hein. D'accord. Et donc on a travaillé sur les meilleurs projets ensemble et on a vraiment bondé en quelque sorte et on s'est toujours dit qu'on voulait créer quelque chose ensemble. Il était lui de son côté passionné de drones. OK. Donc il construisait dans son garage des nouvelles OK, technologies. c'était pas juste, il pilotait pas ses DJI et ses parois, Non, il non, était non, il vraiment fabriquait exactement. OK. Ouais. Donc j'ai commencé à suivre le projet de près avec lui. Et donc il développait en particulier une technologie qui permet de centraliser le pilotage. Donc c'est la capacité à prendre le contrôle de drones partout dans le monde depuis un unique centre de contrôle. Oh, trop bien. Et donc on a vu que ça fonctionnait. Et donc on est parti d'une technologie, on n'est pas parti d'un besoin, hein, comme on le fait dans le product management, le monde duquel je viens. Et justement, moi, mon job, c'était d'aller comprendre quels étaient les besoins du marché et comment cette technologie pouvait répondre à des problématiques que rencontrent notamment les forces de sécurité. C'est énorme. C'est vrai que c'est un doux rêve. Moi, je suis quand même assez, je sais pas, drone aficionado, Ouais, quoi, ouais, tu ouais. vois. J'ai eu j'ai eu le premier Parrot, j'ai eu quelques DJI. Ah ouais, au tout début. Ouais, on en a racheté là encore en Chine justement. On a visité on est passé au bureau de DJI. Je sais pas si t'as déjà vu leur bureau, leur Ouais, headquarter. bah bien sûr, c'est pas. Ouais, c'est dans le Shenzhen. 10e. Ah Non, à à Shenzhen, pardon. Shenzhen, Ouais, ouais, ouais. l'immeuble, on dirait un peu l'étoile de la mort, quelque Oh là chose, là. c'est vraiment sublime. Et en effet, la centralisation, comme tu dis, je savais pas que c'était le terme, mais le fait de pouvoir le commander de ton ordi ou à distance, c'est quand même un peu un fantasme, Bah quoi. ouais, Ouais. complètement. Et c'est parti de ça. D'accord, je savais pas. Et ensuite, en creusant les besoins profonds des forces de sécurité, on s'est rendu compte qu'il y avait il y avait un vrai manque dans le monde civil, où la surveillance aérienne, jusqu'à récemment, elle était encore assurée par des avions, des hélicoptères. C'est même encore le cas aujourd'hui, hein. Extrêmement coûteux, 3 000 € l'heure de vol, très polluant, pas du tout réactif. Mmh. Avec très peu de disponibilité, hein. Il y a peut-être 70-75% de disponibilité pour des hélicoptères, donc pas capable d'assurer une surveillance continue en situation d'urgence. 75% de disponibilité, ça veut dire qu'ils peuvent voler que 75% d'une journée, par exemple. Exactement. Ouais, on peut Donc, le il faut voir y comme ça. redescendre, on me remettre du kérosène. Il faut des pilotes en roulement disponibles sur le terrain, donc OK. à différents endroits en France pour être capable d'intervenir. Et donc ça laisse les territoires aveugles une grande partie du temps. Mmh. Et c'est là qu'on a compris qu'avec une solution de drone pilotée de manière centralisée, on allait pouvoir justement être beaucoup plus réactif, notamment en situation de crise. Ça, c'est ce que vous faites avec Rift. Ouais. Désormais, tu vas m'expliquer dans les moindres détails. On va revenir un peu sur cette genèse, comment vous l'avez pensé, mais surtout développé. Tu parles de civil, mais c'est du civil surveillance. Quelle est la différence avec le militaire, réellement? Ouais. Alors dans le militaire, c'est pas exactement les mêmes technologies. Alors il y a toujours en fait, ce qu'on développe, c'est une technologie dite duale, hein, qu'on peut à la fois offrir au monde civil et au monde militaire. OK. Je dirais qu'il y a des normes un peu différentes dans le monde civil et le monde militaire. Nous, aujourd'hui, on s'adresse au monde civil avec une technologie
par Internet, qui est un peu la clé de cette centralisation et de cette capacité à fonctionner comme un réseau. C'est vraiment ça qu'on amène au monde civil, qu'on pourrait moins amener au monde militaire. Ok. Donc si là, ce que je comprends de ce que ça pourrait être, de dire, tiens, je sais pas moi, je veux faire une surveillance de forêt ou quelque chose comme ça, j'ai mon centre de contrôle qui est à Brétigny-sur-Orge, là où on se situe. Bravo, voilà. exactement, à On est Brétigny-sur-Orge. ça. J'ai acheté un Poissy-sous-Bois ou un truc comme ça. On est J'étais en pas plein loin, dedans. Et donc, Brétigny-sur-Orge, t'as un truc avec un peu de la science-fiction, Exactement, des écrans, des machins. écrans, un centre de contrôle, un pilote, un opérateur caméra qui déclenche en astreinte, toujours disponible, qui déclenche l'envoi d'un drone en moins d'1 minute et qui peut se rendre donc sur un feu de forêt. Et donc ces drones, ils sont en sommeil à certains endroits, dans des boîtes qui s'ouvrent. Exactement, c'est un peu les gros drones DJI qu'on voit de temps en temps. Ou Alors c'est plus gros encore, ouais. C'est des petits avions qui font 3 mètres d'envergure, à décollage vertical, et qui sont déployés en moins d'1 minute depuis des stations qui ont la forme de conteneurs maritimes. Donc, en gros, on dépose un conteneur maritime qui s'ouvre automatiquement à distance depuis notre centre opérationnel et qui déploie des drones qui sont capables de se rendre en quelques minutes sur les lieux d'une intervention. Et qui reviennent après, qui reviennent de manière autonome. Donc, ils retransmettent en direct les images. Ils arrivent avant l'arrivée des premiers intervenants. C'est là que c'est le plus important, vraiment, dans les situations critiques où chaque seconde compte. Pour aider les forces de sécurité à agir plus efficacement et beaucoup plus rapidement. Et ensuite, ils reviennent à la base se recharger et ils sont prêts pour leur prochaine mission. Ok, donc c'est quoi? C'est le Long Range VTOL UAV, c'est ça? Ce que je vois sur votre site. Ouais. Donc rift.aero. Ok, mais comment ils rentrent dans dans ce container, ton drone, il plie les ailes? Alors non, c'est un conteneur de 12 mètres, donc il y a des trappes qui s'ouvrent sur le dessus. Ok. Et ensuite, le drone va venir, c'est une station d'accueil, et le drone va atterrir en mode vertical, lentement pour venir se recharger dans la base. Les trappes se referment et il est prêt pour sa prochaine mission. Sachant qu'un conteneur, là, une station de drone, ça permet d'accueillir jusqu'à 3 drones. Donc on va pouvoir aussi fournir une veille proactive, continue des espaces, des zones sensibles, avec des drones qui se relaient. C'est-à-dire qu'on envoie un drone sur un espace. Tu peux être à 100% de... Exactement. On peut être vraiment sur une surveillance 24/7. C'est pas que les opérateurs qui sont disponibles 24/7 pour intervenir en réaction, mais c'est aussi en prévention des incidents. On peut avoir des drones qui se relaient 24/7 pour détecter des menaces. Ça peut être, là on prenait l'exemple des feux de forêt, ça peut être détecter des départs de feu et immédiatement guider les sapeurs-pompiers vers ce départ de feu avant qu'il devienne incontrôlable. Ouais, donc ce qui peut tout changer la donne parce que, en effet, comme tu dis, avant qu'il devienne incontrôlable. Voilà. C'est-à-dire que tout de suite, je vais savoir où est-ce qu'il faut les envoyer, qu'ils se trompent pas de chemin, voilà. C'est ça, exactement. Guider les forces de sécurité, ouais. Ok. Tout ça, c'est pas de la théorie, ça existe aujourd'hui? Ça existe réellement aujourd'hui, oui, tout à fait. Ouais. Donc on est en train de déployer nos premières stations là avec nos partenaires avec qui on travaille, notamment l'État et des opérateurs d'infrastructures critiques. Ok. Donc pour aller protéger notamment des pipelines, c'est un gros sujet en France. Il y a environ 50 000 kilomètres de pipelines en France qui sont enterrés. Et aujourd'hui, le moindre chantier qui est déclenché, qui est pas déclaré et déclenché à côté d'un pipeline peut provoquer un incident majeur. On pense au pipeline de gaz, par exemple, où une étincelle peut tout faire flamber. Nous, on va être capable de voler régulièrement au-dessus de ces pipelines et de détecter donc des intrusions, des menaces, des anomalies autour des pipes et d'envoyer les forces de sécurité sur le terrain intervenir avant que ça devienne un problème, un incident. Donc là, ce sont des vols un peu, entre guillemets, permanents ou aléatoires, ou voilà, et tu Exactement, vas dire aujourd'hui on va là, on fait ça, c'est carrément de la surveillance, quoi. C'est ça, c'est de la surveillance. C'est pas que en réaction à un départ d'incendie, un appel, ok. On a vraiment les deux, ouais. Ok, Claire, pourquoi tu as besoin de pilotes et de vidéastes, en fait? Je me dis, justement, DJI, je voyais, c'est Innovate, là, qui nous montrait un des drones pour surveiller des panneaux solaires ou des choses comme ça, qui se met dans une boîte, là, tu l'as déjà vu, je pense. Assez gros, hein, le truc, il peut porter, je sais plus, 30-40 kilos.
Et il a montré qu'un truc qui partait, puis il allait faire tout seul ses petites affaires, quoi. Vous faites un peu d'autonomie ou d'autonome? Alors, on sait faire de l'automatique. Alors, il faut bien différencier l'automatique de l'autonome, où l'automatique, le drone va sur un itinéraire programmé à l'avance, va faire sa mission, revient à la base automatiquement. Et l'autonome, où il va vraiment prendre des décisions de lui-même sur le terrain. On sait faire de l'automatique. Et c'est là la particularité du monde civil, c'est que il faut pouvoir assurer la sécurité des vols en continu. Et la raison pour laquelle on a un pilote toujours aux commandes, c'est justement de pouvoir assurer la sécurité de ces vols, d'avoir quelqu'un qui est capable d'intervenir à tout moment pour éviter une collision, par exemple, avec un autre aéronef. Et ça, c'est un des gros problèmes des drones comme les nôtres, là, de longue élongation. C'est de ne pas avoir une conscience de l'espace aérien dans lequel ils évoluent. Les drones, comme je disais, sont programmés à l'avance, vont faire leur petit tour, reviennent à la base, et s'ils rencontrent un aéronef, ils rentrent dedans. Ça, c'est la situation aujourd'hui. Et les autorités, elles bloquent complètement ces types de vols, longue portée, longue distance, justement parce que la sécurité des vols n'est pas assurée. Nous, on arrive avec une technologie propriétaire qu'on a développée qui permet de détecter des aéronefs dans l'espace aérien et de les éviter en cas de problème grâce à un opérateur aux commandes toujours prêt à intervenir. Donc ça, c'est non seulement imposé par les autorités, mais en plus de ça, on a une techno qui débloque ça. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir s'insérer petit à petit de manière complètement sécurisée dans l'espace aérien habité avec les autres aéronefs à terme. Si je fais un peu je suis un peu geek, mais je suis pas non plus à fond dans la techno, mais si je veux aller pousser un tout petit peu plus loin pour comprendre, finalement, ton centre de contrôle, il peut être donc à Bretigny-sur-Orge, on a dit, ou à Stockholm, ou en Indonésie. Bon, il y a peut-être des petites latences quand même si tu vas trop loin, mais ça peut aller de plus en plus vite. Quand même, ça fonctionne. En revanche, ton drone, il est connecté à quoi et comment? C'est du Starlink ou c'est du... Alors il y a plusieurs technos. On a une antenne directionnelle qui permet de maintenir la liaison entre la station sol, donc le conteneur, et le drone. Et ensuite du Starlink qui va faire la liaison entre la station sol et le centre opérationnel. Ça peut être du Starlink, ça peut être de la fibre optique. Oui, la station sol, elle peut être connectée éventuellement, enfin si t'es pas très loin d'une zone habitable ou d'un truc comme ça. Ok, très bien. Et on peut imaginer des stations plus petites. Celle qu'on avait jusqu'à récemment, c'était une station beaucoup plus petite qu'on peut installer sur le toit d'un bâtiment. Donc ça aussi, c'est possible. Super intéressant. Non, c'était vraiment on va dire la connexion entre le drone et ta station, ou en tout cas ton pilote, quoi. Et la durée de vol de vos drones, ce sont vos drones, tu les achètes ou Alors c'est nos drones. C'est ton associé. On a vraiment une approche, exactement, et c'est la tête pensante d'un point de vue technique de toute cette technologie. Et la clé dans tout ça, c'est vraiment cette approche d'intégration verticale, où on va fabriquer nos propres drones, nos propres stations, notre propre software. Et en fait, le pilotage de cette flotte et la construction de ce réseau ne serait pas possible sans avoir la maîtrise de chacune de ces briques technologiques. On arrive à pousser à des performances extrêmement avancées, de plus de 5 heures d'endurance. C'est celui-là, Thunderbird? Non, c'est pas celui-là. Non. J'ai regardé l'UAV, je cherche, mais long range, peut-être qu'on ne les voit pas. Vous n'avez peut-être pas de vidéos sur YouTube de vos drones, si tu Alors, on en a, mais elles sont pour l'instant un peu cachées. Ouais, un peu cachées, ouais. Et donc 5 heures, tu me dis, jusqu'à 300 km? Exactement, jusqu'à 300 km de range. Et juste pour aller, tu me parlais de comment t'appelais ça, dual militaire et des technologies duales. Ouais. Quand tu prends tout ce qui est drone Shahid ou Shahid, ou tous les drones, il y avait plusieurs technologies, les Israéliens en avaient aussi, mais ça fait un peu penser à certains drones qu'on voyait qui paraissaient assez, entre guillemets, no offense, mais un peu low-tech par rapport à un drone Predator, tu vois. On est dans le même type de drone, c'est à peu près pareil? C'est à peu près pareil, c'est un peu le même form factor. C'est un peu une version miniaturisée d'un Reaper là, de l'armée américaine, et c'est un peu le même fonctionnement. Les drones Reaper, ils sont pilotés depuis le Nevada partout dans le monde. Nous, c'est à peu près le même principe, mais en version miniaturisée et dédié à l'observation, la surveillance. Pourquoi on a mis
enfin, je trouve, on a toujours, enfin, tu vois, je voyais les Reapers, les machins. Je jouais à Call of Duty en 2010. J'avais déjà des Reapers et des. C'était quoi? J'ai cité un autre tout à l'heure. Ceux d'avant, c'était quoi je sais plus à l'époque. Mais et nous, on a toujours pas de drone militaire un peu waouh en France et en Europe. C'est quoi le problème? Alors le problème, c'est que bah, ces technologies-là, elles sont... Predator, c'était avant. Oui. Predator. Et d'ailleurs, la France a un Reaper aussi qu'elle a acheté aux Américains. Bah, jusqu'à maintenant, ça a été une dépendance à ces technologies. C'était plus facile d'aller acheter ça chez des puissances étrangères qui allaient plus vite et qui faisaient ça de manière beaucoup plus fiable. Mais c'est en train de changer et on essaie de changer ça aussi avec une alternative beaucoup plus justement européenne. On conçoit, tu l'as compris, on design, on fabrique nos drones en France, en Europe. Toutes les données sont hébergées en Europe, donc c'est une vraie alternative européenne qui est pas ou peu dépendante à d'autres forces étrangères qui seraient moins soucieuses des libertés et du contrôle de la manière dont on traite ces données. Tes pièces, en revanche, j'imagine, viennent beaucoup de Chine ou d'Asie, non? Alors pas toutes, et c'est ça le gros avantage, c'est qu'on a vraiment une approche hybride. On le disait, on fabrique nous-mêmes nos propres drones. Ce qu'on fabrique principalement, c'est la cellule de l'avion, donc c'est la plateforme, la structure de l'avion. Et ensuite, on va s'équiper de plein de petits composants disponibles en masse sur étagère chez des tas de fournisseurs différents partout dans le monde. Et l'avantage de ça, c'est d'être très résilient. Si on veut pas se fournir, on veut arrêter de se fournir chez un fournisseur, on peut aller en chercher un autre dans un autre pays du monde. Okay. Et vraiment, notre approche, c'est de construire, de maîtriser la technologie là où on fait la différence, notamment en termes de performance, qu'on maîtrise complètement la forme de notre drone qui permet d'atteindre ces endurances et ces performances-là, et cette capacité de réaction en situation d'urgence. Et ensuite, on va aller chercher des composants standardisés disponibles en masse à très bas coût. Et ça permet justement de fabriquer très rapidement, de fabriquer aussi en masse, et de faire ça à des coûts très compétitifs par rapport à ce qui se fait dans l'industrie aujourd'hui. Ça peut aller très loin, en fait, Rift. Je veux dire, après, tu pourras, dans un monde un peu fou, dès que tu te projettes là-dedans, te dire, on peut mailler tout le territoire, on peut... C'est exactement notre objectif, c'est de créer cette nouvelle couche d'intelligence aérienne entre les satellites et les équipes au sol. Et de rendre notre mission, c'est vraiment de rendre la visibilité aérienne disponible partout à tout moment. Le satellite, ça coûte trop cher? Et le satellite coûte beaucoup trop cher, et il est beaucoup trop lointain, donc la qualité d'image est pas assez bonne, et surtout les images sont transmises en différé. Donc il faut vraiment le voir un peu comme cette couche de satellite d'observation, mais beaucoup plus proche du sol, et capable de retransmettre en direct des images. Et tes caméras, par exemple, là-dedans, c'est quoi dans ton... C'est genre, c'est limite un Canon un peu transformé, ou c'est... Alors il y a de tout, et on est capable justement, depuis notre station, de changer de capteur en fonction de la mission. Ah ouais. Donc, à distance. À distance, exactement. On essaie de rendre notre drone le plus polyvalent possible. Votre base, elle est quand même high-tech. Exactement. Okay. Et donc ça va nous permettre d'aller adresser différents cas d'usage. Donc on peut avoir du visible, du thermique, prendre des photos pour faire de la photogrammétrie, de la cartographie. On peut faire vraiment plein de choses avec toutes les caméras disponibles sur étagère. C'est vrai qu'on voit, du coup je parle beaucoup de DJI parce que je les ai vus, mais on voit tous les instruments et les choses qu'on peut changer, en effet, les typologies de caméras, etc. Et à chaque fois tu te dis, la prochaine étape, c'est un gun, ou c'est un truc comme ça aussi, quoi. C'est toujours un peu... On commence à le voir, ça. C'est super intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand tu te projettes un peu là-dessus. Nous, on a vu, on est allé chez Unitree pas à Ningbo, c'était à Hangzhou, je crois. Donc, à 1 ou 2 heures de Shanghai. Tu vois, je vois bien. On les a vus sur AliExpress à 21 000 €. Ça vaut 13 000 maintenant, je crois. 13 000, ok. 13 000, ils nous le vendaient, ils nous le disaient, là. Donc, ce sont des humanoïdes, robots humanoïdes. Et c'est vrai que tu te dis, attends, mais un terrain où tu as des robots humanoïdes qui dialoguent tous en direct avec toi, tes Rift au-dessus, ou qui tournent, etc. Avec, en fait, la grosse différence, parce qu'on voit sur le problématique, c'est le
c'est la vision en direct et les retours. Là, en fait, si tous sont connectés, c'est-à-dire que toi, tu sais ce qui se passe derrière la ligne ennemie ou enfin, tu vois, là, je parle d'un terrain de guerre, mais où ça peut être pareil pour du sauvetage. La clé dans tout ça et la prochaine étape après l'infrastructure, après donc créer cette infrastructure qui n'existe pas aujourd'hui, cette infrastructure aérienne, c'est la fusion de données, c'est aller récupérer des données satellitaires, des données d'équipes sur le terrain. D'avoir tout en même temps. Exactement, et de pouvoir transformer toutes ces observations en compréhension pour aider les forces de sécurité à être beaucoup plus efficaces et prendre des décisions plus rapidement. C'est quoi le défi technologique le plus sous-estimé de ce que vous faites ? Le plus sous-estimé, un des défis qu'on a rencontrés. Ouais. Je dirais que vous n'avez pas encore résolu d'ailleurs. Ouais, mais il y en a un, c'est la retransmission très basse latence du signal, du flux vidéo. On en parlait un peu plus tôt avec la retransmission par Internet. Basse latence, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Exactement, que l'image soit vraiment instantanée. Et ça, c'est quelque chose qu'on a craqué justement avec cette technologie de centralisation qui a débloqué tout le reste. C'est-à-dire que à partir du moment où on arrive à avoir une très basse latence du flux vidéo, on va pouvoir contrôler nos drones par Internet. Qui dit contrôle par Internet dit équipes qui vont être capables de le piloter à distance et qui vont pouvoir être en roulement pour proposer un service 24/7. Et sans cette brique-là centrale, on n'aurait pas pu faire ça. Et même chose pour le réglementaire, capacité d'observer l'espace aérien et de voir des aéronefs et les éviter. Et pareil aussi sur la partie retransmission et traitement de temps réel de la donnée. Donc appliquer des fils d'intelligence artificielle, c'est possible qu'avec de la très basse latence, de pouvoir faire justement de transformer cette observation en compréhension instantanément. C'est quoi très basse latence ? On tolère quoi ? On est en dessous des 70 millisecondes. Sachant que 70 millisecondes, le seuil de perception de l'œil humain, c'est 100 millisecondes. Donc on est en dessous du seuil de perception d'une latence de l'œil humain. Donc c'est 70 millisecondes, une seconde, c'est 0,07 secondes, c'est ça ? Ouais, exactement. Ok, oui. Donc, parce que 0,7 secondes, ce serait quasi une seconde. Donc là, c'est sûr que dans les 0,07, t'es quand même sur un... Ok. Et donc là, quand t'es dans ton cockpit, c'est quoi ? On fabule un peu sur le cockpit, c'est juste un ordi avec un joystick. C'est un peu plus que ça. Il y a 4 ou 5 écrans quand même qui permettent de monitorer l'activité du drone. Hein. Donc on a un écran avec des performances, on a un écran qui permet de piloter, on a toujours un œil sur la caméra d'observation, parce qu'il y a bien 2 caméras sur le drone. Une caméra de pilotage et puis ensuite une caméra d'observation au sol. Qui peut être orientée comme on veut. Exactement, ouais. Et le pilote ne pilote pas avec un casque de VR. Alors non, non. Parce que y a justement, comme c'est des pilotes qui doivent être disponibles et de faire des astreintes, être là pendant de plusieurs heures, la VR, il y a de la fatigue. Là où il y a beaucoup moins de fatigue quand on est bien installé devant des écrans avec son joystick. Vous avez une approche qui est vraiment full stack, c'est-à-dire que c'est vous qui faites le hard, le soft. Ouais, c'est vraiment ça notre approche, cette intégration verticale qui nous permet d'avoir cette maîtrise de notre technologie. Comme je le disais, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait, on ne pourrait pas fonctionner comme un réseau si on ne maîtrisait pas ces différentes briques. Sachant qu'aujourd'hui, sur étagère, il n'y a pas de station de drones autonomes comme les nôtres pour accueillir des drones de 3 mètres. Donc, il n'y a pas de software qui permet justement de piloter ces types de drones de manière coordonnée comme une flotte. Ça n'existe pas. Donc, on a été obligé de le créer. Et puis surtout, le fait de maîtriser ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et c'est vrai que j'ai pas parlé encore de nos procédés de fabrication qui sont assez innovants. On fabrique nos drones par impression 3D. Avec des nouveaux composites fibres de carbone qui permettent d'avoir la même, qui n'ont vraiment rien à envier à des drones fabriqués avec de la fibre de verre, avec des procédés de fabrication à l'ancienne. Ok. Et donc ça nous permet de produire beaucoup plus rapidement, à coût beaucoup plus faible. Tu mets combien de temps à faire un drone ? drone ? On met 48 heures à produire un drone. Et on passe une journée à le tester, donc en 72 heures, il est prêt à partir en opération. Avec toutes les pièces et toute l'électronique, tout ce que tu mets dessus. Ouais, exactement. C'est fou. J'ai été impressionné, moi, parce que je connaissais assez peu l'univers du hardware. Quand tu vas en Chine, forcément, tu t'y frottes assez vite. Et j'ai été assez impressionné du côté do-it-yourself quand même très roots old school.
des proof of concept. Alors évidemment, je te parlais de DJI, ils ont leur truc, c'est très beau, mais bon, c'est une boîte qui vaut des milliards. Mais quand tu vois, nous on allait voir sur une boîte qui fait Hypershell, qui faisait des exosquelettes. Ouais. Tu arrives dans le truc, mais les mecs, c'est des gros nerds, ils sont dans des espèces de grandes salles de réunion, ils démontent les produits des concurrents. Tu vois qu'ils avaient tout un tas de produits qu'ils avaient démontés pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Ils remontent des trucs avec des pièces des autres et des machins et des choses. C'est vraiment fait à l'arrache, mais limite, dehors dans la cour, t'as des trucs... J'étais un peu scotché, c'est-à-dire que moi, je m'attendais à voir des gens en blouse blanche, masque, machin, truc. Non, rien du tout, quoi. Mais c'est pour ça qu'ils arrivent à aller si vite en Chine, et puis donc avec d'autres grosses boîtes aussi. Je pense à SpaceX qui ont réussi à amener finalement beaucoup d'agilité dans le monde du hardware et de l'aéronautique, qui est un monde extrêmement rigide avec des temps de développement extrêmement longs. Et c'est vraiment ça, nous, ce qu'on amène dans le monde du drone, c'est l'agilité, donc la capacité à itérer très rapidement, de tester rapidement sur le terrain, et puis ensuite de prendre tout de suite les feedbacks des utilisateurs pour améliorer en permanence, en continu notre drone, plutôt que avec des cycles en cascade, de créer un cahier des charges de 1000 pages pour les 2 prochaines années, de lancer le développement et d'arriver au bout. Moi, ça me matche rassure pas les besoins utilisateurs. Tellement là de t'entendre dire ça, parce que je me dis, mais on est foutu à les entendre. Mais ce qui me fait peur ici, c'est potentiellement, et tu t'as un peu touché ça du doigt tout à l'heure, mais sur les régulations. C'est que je me dis, attends, toi, ton drone, t'es gentil, tu me parles de tout ça comme ça, mais avant de le faire voler au-dessus d'une ville ou d'un machin, je pense qu'il va te falloir des certifications, des machins, alors qu'ils faisaient peut-être déjà, mais quelque part là-bas, ils s'en foutent un peu, quoi. C'est vas-y, on y va. Oui, bon, il y a 70%, il fonctionne à 70%, on y va, on le lance, tu vois. Ouais. Et pour c'est vrai que pour le réglementaire, la réglementation est très stricte en matière de peut-être une des plus strictes du monde d'ailleurs en France. Donc l'avantage, c'est que si on craque la France, on craque le reste du monde. Et donc nous, on a une approche là aussi itérative où on commence avec des zones à faible risque. Et c'est carrément notre go-to-market, il est aligné là-dessus. C'est-à-dire qu'on commence à proposer nos services plutôt sur les zones maritimes, les zones rurales, avec justement les infrastructures critiques, et petit à petit, prouver la fiabilité de nos systèmes avec les autorités qui vont nous donner l'autorisation de voler dans des espaces de plus en plus à risque, selon eux, donc avec plus de population au sol et plus d'avions dans les airs, en gros. Est-ce qu'il y a un changement quand même un peu de paradigme en ce moment? On sent que les lignes bougent un tout petit peu, qu'il y avait eu trop de réglementation à un moment. Là, je parle des dernières semaines au moment où on enregistre, mais est-ce que tu sens que quand même les autorités sont un peu conciliantes et se disent, bon, si on laisse pas des petits gars comme Rift s'arracher un peu et tester des choses, en fait, on va pas aller bonir loin, on va se faire bouffer par les autres? Alors, je sais pas si ça change, mais en tout cas, il y a une vraie confiance à créer avec les autorités, quelles qu'elles soient, mais notamment aériennes, pour justement montrer notre sérieux, montrer la fiabilité de nos systèmes, d'accumuler des heures de vol. Et c'est vraiment ce travail de fond qu'on a enclenché il y a 2 ans maintenant, et qu'on continue à faire et qu'on va continuer à faire dans les années prochaines pour déployer notre réseau. Vous avez combien de boîtes déployées? Alors aujourd'hui, on en a 3 déployées. Okay. Et donc là, on est en train de préparer donc le déploiement un peu plus massif d'une dizaine de stations sur des pipelines et des zones frontalières, pour aller assurer justement la sécurité de ces zones-là. Zone frontalière, ça veut dire que tu vas aller voir si des gens traversent tes frontières ou des choses comme ça. Exactement, ouais. Okay. Ouais, des gens, des véhicules, des individus. Donc vraiment assurer et des drones aussi, donc assurer la sécurité de ces frontières et qu'il n'y ait pas d'intrusion extérieure dans les frontières françaises et européennes. Ok, super intéressant. Et donc tes clients, c'est du public et du privé? C'est du public et du privé, ouais. On travaille avec les États sur justement ces problématiques de surveillance côtière, surveillance des littoraux. Et ensuite, avec le secteur privé sur principalement les opérateurs d'infrastructure qui ont des besoins d'inspection longue distance, longue portée. Et là-dessus, en effet, même quand tu penses à tous ces sabotages sur les voies ferrées, les choses comme ça, il y aurait des choses à faire. Il y a plusieurs centaines, voire milliers de sabotages, de vols de câbles la nuit sur les voies ferrées de la SNCF. Et ça, typiquement, c'est un des cas d'usage auxquels on peut répondre avec une veille permanente de nuit qui va détecter des intrusions sur les voies et pouvoir donc les reporter rapidement aux forces de sécurité pour qu'elles interviennent et qu'elles attrapent les malfaiteurs. Tu parlais des États, parce que vous vendez à plusieurs États, plusieurs pays aujourd'hui, ouais. Alors ouais, tout à fait. On travaille en tout cas, on collabore avec plusieurs États donc sur ces problématiques de surveillance des frontières, qui est un des sujets
des gros sujets chauds du moment, hein, avec plusieurs sites à importance vitale qui doivent être protégés en Europe. Quand tu rentres là-dedans et que toi, t'insistes sur le civil, il y a quand même un moment où on va un petit peu se dire, attends, ils font des drones. En ce moment, il y a quand même des sujets. On vient pas un peu vous chercher à vous dire, ce serait bien si on pouvait, je sais pas moi, y mettre une petite bombe, un petit machin, un petit gun ou... Alors il y a ces sollicitations, hein, il y en a toujours, mais nous on suit vraiment notre mission, hein, qui est de déployer ce réseau civil, ce réseau de visibilité aérienne, et c'est ça qui drive notre développement aujourd'hui. Il y a un syndicat des drones français, enfin vous avez des boîtes avec qui... Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, il y a un syndicat des drones, il y a l'ADIF notamment qui est assez connu dans le milieu, donc ouais. Donc vous avez quelques boîtes, des confrères, On a des confrères, ouais. Soit sur le même business, soit justement plus sur du militaire ou des choses comme ça. Alors on a beaucoup de constructeurs, hein. C'est vrai que nous on a une approche, on n'a pas parlé non plus, mais on a une approche dite surveillance et services ou intelligence. J'allais y venir sur le modèle économique, ouais, exactement. C'est ça. Donc ce qu'on voit chez beaucoup de nos concurrents, c'est des constructeurs, hein, qui construisent l'avion et ils ensuite te vendent des drones. Exactement, qui vont le vendre à des prix quand même très importants. Nous on a une autre approche où on va vendre un service clé en main, où nos clients n'ont pas besoin de faire l'acquisition du drone, pas besoin de recruter, former des pilotes, pas besoin de gérer les autorisations de vol. Ils n'ont pas non plus besoin de gérer toute la maintenance des systèmes. Ça, c'est nous qui la gérons. Et vraiment, ils ont juste besoin de souscrire à une capacité de surveillance, un peu comme un abonnement mobile. Et donc ça, c'est un abonnement. C'est pas à la consommation. Alors, ça peut être à la consommation. Il y a un peu des deux. Il y a des forfaits, il y a la consommation en fonction du client. Il y en a, s'ils te disent, moi, je veux que tu surveilles 12 heures par jour, tel truc et tel truc, tu sauras leur dire, évidemment, exactement. Ça va te coûter tant. C'est ça. Okay. Et donc, on va pouvoir leur vendre soit des heures de vol, soit des kilomètres inspectés, des kilomètres surveillés. Et comme dans toute start-up, t'as un peu des fails quand même. On est d'accord, non? Quand tu déploies tes 3 premières bases, là, ouais. Je sais pas, t'as des drones qui tombent, t'as des moments où ça se... Je sais pas, le truc qui doit changer, la caméra fonctionne pas. Complètement, bien sûr. Ouais. Il y a toujours des problèmes. C'est quoi vos gros fails là pour l'instant? Plus gros fail, je pense à une galère qu'on a eue, mais c'était plutôt dans le développement. Mais ça a été notre première station qu'on avait dû construire. Et on avait imaginé un système de volets roulants qu'on achetait dans le commerce chez Leroy Merlin, hein, c'était du prototypage, volet roulant vertical, et on voulait le mettre à l'horizontale, donc pour que la station s'ouvre à la verticale et ensuite à l'horizontale, pardon, et que le drone décolle. Ouais. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué avec la gravité, le volet se bloquait, s'effondrait. Okay. Donc on a dû, à l'époque, on travaillait dans une tente sur une base aérienne, une ancienne base militaire. On a bossé pendant 1 an, 2 nuits dans le froid. Donc on était là à bidouiller notre station, à essayer de faire marcher désespérément un volet roulant. Vous avez filmé un peu tout ça? On a filmé, on a des images, ouais, on a gardé un petit historique de tout ça. Il faut absolument tout archiver, ça doit être assez extra. Ouais, c'était une sacrée aventure. Ok. Et vos drones, ça vous arrive il y a quoi? Il y a un système de sécurité, si jamais ils sont... Ça plane un peu ces drones-là? Alors ça plane, ouais, exactement. Okay. Donc ça crache pas normalement, s'il s'arrête, c'est ça, il va continuer à planer sur quelques kilomètres et descendre. Il va réussir à le poser éventuellement quelque part. Ça vous arrive de temps en temps? Alors ça arrive de voir, de s'assurer. Enfin, on voit qu'il y a par exemple des problèmes de performance et on se dit là on va le poser. Okay. Et donc il passe en mode vertical, donc il y a des moteurs pour la pousser pour le décollage vertical et puis un moteur pour la pousser horizontale. Donc on peut enclencher ces moteurs à tout moment et le drone va descendre doucement au sol en cas de problème. Donc vous allez le récupérer quelque part? Et on va le récupérer quelque part. Ça nous arrive parce que justement en phase d'itération, on est bien sûr confronté à des problèmes. S'il va à 300 km, c'est aller-retour, c'est 150-150 ouais, okay. Alors c'est 300 km pour aller d'une station à une autre. Ok. C'est-à-dire qu'on est capable de faire de l'aller-retour, donc là c'est 150 km, okay. Mais on a un design où on peut passer d'une station à une autre, okay. Et donc parcourir toute la France, toute l'Europe et amener des drones d'une station à une autre qui peuvent être à l'autre bout du pays. C'est assez fou parce que quand même, quand tu penses à ça, les applications, ça peut être assez vertigineux quoi, quand tu mailles et que tu... Ouais. Avec justement cette capacité de fournir cette image quand on en a besoin.
Il y a énormément de choses à faire autour de ça. Comment ça déployer ça doit bien vous empêcher de dormir la nuit sur les cas d'usage. Ouais. C'est bien dit. Tu pilotes, toi, un peu alors, moi, j'ai piloté, j'ai mon certificat, hein, donc j'ai pris des cours de pilotage et j'ai appris à piloter des drones. On va dire que pour ces drones-là, c'est des compétences différentes. Et nous, on forme nos propres pilotes au pilotage de ces drones. Et c'est notre formation qui est reconnue par les autorités aériennes. Ok. J'aimerais tellement essayer, mais il faut être formé en l'occurrence. Et d'ailleurs, nous, l'objectif, assez rapidement, c'est que les pilotes n'est pas, soit très facile de les onboarder sur le pilotage et que finalement, eux, aient plutôt un rôle de supervision plutôt que de vrai pilotage. Pour justement rendre les opérations le plus smooth possible, le plus scalable possible. T'as des enfants ? J'ai une petite fille, ouais. Quel âge ? 3 ans. Ok, mon petit dernier, moi, 7 ans, ouais. Jules. Et cet été, j'ai commencé à le faire piloter le DJI, là. Excellent. Et ça lui a fracassé le cerveau. C'est vraiment une obsession pour lui. Ouais. Donc j'en ai rapporté un petit de Chine, mais en fait, lui-même m'a dit il est tout pourri. Enfin, tu vois, il m'a dit il a mis un DJI du coup sur sa liste de Noël. Ouais. J'hésite honnêtement. Et la question que j'ai là-dessus, très bon, DJI. Ouais, mais je me dis en fait, c'est peut-être pas idiot de savoir. Mais après, par moment, je me dis à la fois, ces drones sont quoi qu'il arrive finalement pilotés que par des machines dans 5 ans, 10 ans. Donc, est-ce qu'il faut que je lui apprenne ? Ouais, est-ce que la compétence est encore intéressante ? Je pense qu'elle l'est encore pendant quelques années. Ouais. Et puis il y a non seulement la compétence de pilotage qui est importante, mais il y a toute la compétence d'analyse des données. Et donc ça, les télépilotes aujourd'hui, finalement, quand on entend un télépilote, il n'a pas simplement une compétence de pilotage, il a tout un tas de compétences de traitement de données derrière, qui vraiment donne une énorme valeur à son activité. Je vais quand même finir par lui acheter un mini DJI. Je reviens rapidement sur ton expérience passée, même si quand même, non, je voudrais continuer vite fait sur ces bases, parce qu'on a parlé un peu de la création de ces drones. Tu me dis que tu es capable d'en sortir en 72 heures. Déjà, là, tu n'en vends pas suffisamment pour en faire toutes les 72 heures. Si non, t'es pas en train de... Okay. On n'est pas encore dans ce rythme-là. Okay. On rentre en phase de déploiement opérationnel. Ok, et la base, c'est quand même aussi un autre très gros sujet. Et vous êtes combien dans l'équipe ? On est 8. Et on sera c'est les tout débuts, on sera une vingtaine d'ici fin 2026. Parce qu'une base à produire dans un container et tout, c'est un autre délire aussi, ça, non ? Ouais, alors on a construit justement sur cette base aérienne, on a construit un hangar où on est en train d'installer toute notre chaîne de production. Donc on a déjà quelques stations qui sont sorties et donc là c'est des stations test qui sont justement testées avec nos partenaires sur le terrain. On les fiabilise et là on prépare justement l'industrialisation pour 2027. Vous prévoyez un peu de... Moi, je pense qu'il faut, j'espère que vous le faites, mais je réponds à moitié à ma question avant, mais un peu de design autour de ça. Tu vois, je veux dire, c'est qu'il faut... moi, le génie d'Elon Musk sur SpaceX, les tenues, l'intérieur des vaisseaux, le truc, en fait, que ce soit sur la base... les postes de pilotage, etc. Je pense qu'il faut créer un peu un univers. On adore ça. Et puis, on va travailler sur le branding pour avoir quelque chose d'assez léché. Et c'est l'avantage de l'impression 3D, c'est de pouvoir prendre la forme qu'on souhaite, justement, celle qui est le plus aérodynamique d'un côté et aussi le design le plus cool. Donc ça, c'est là-dessus qu'on... Mettre des couleurs. Exactement, avec des couleurs. Des LED. Des LED, ouais. Non, mais c'est hyper modulaire et on peut vraiment imaginer plein de choses. Ouais. Il y en a qui doivent être très furtifs, il y en a sur lesquels, justement, il n'y a pas du tout de lumière ou t'es obligé, il y a des réglementations? Alors, il y a des réglementations pour voler de nuit, justement dans l'espace civil. Dans le militaire, on va plutôt dans des espaces, on va essayer de justement d'être très discret. Nous, au contraire, on veut être vu des autres aéronefs. Ça fait du bruit? Ça fait pas énormément de bruit, non, une cinquantaine de décibels à 120 mètres de haut, donc c'est beaucoup moins qu'un avion. Ça s'entend quand même quand ça passe, ouais. Ouais, vraiment très peu. C'est très discret. Ça vole à 120 mètres, vous le faites voler à 120 mètres, ouais, c'est l'espace ségrégé dans lequel on a le droit de voler. Okay. Et notre ambition, c'est de pouvoir voler plus haut, justement, avec les autres aéronefs. J'allais revenir à Open Classroom. Genre, ça vous coûte combien un drone et ça vous coûte combien une base? Ouais, un drone, ça nous coûte environ 5 000 €.
Donc ça nous coûte, c'est 6 fois moins cher, 7 fois moins cher que les autres drones de l'industrie. Hein, et c'est vraiment parce qu'on a ces nouveaux procédés de fabrication très innovants qui permettent de casser les prix du marché. Et vous avez des confrères qui arrivent à faire des drones aussi peu chers en France aussi ? Alors en France, non. Okay. Dans d'autres pays, ça commence à y arriver. Hein. Il y a les Américains qui commencent à développer des technologies, beaucoup plus sur le militaire d'ailleurs, où ils proposent l'équivalent d'un drone Reaper en impression 3D par exemple. Wow. Donc ça commence à y arriver. Les Allemands sur le militaire, comment ils s'appellent cette boîte dont tout le monde parle là ? Alors il y a Quantum System peut-être ou Helsing. Helsing, ouais. Helsing, qui est une boîte franco-allemande. Ah ouais, intéressant. Ils sont sur la base avec nous d'ailleurs, on les voit assez souvent faire leurs tests de munitions rôdeuses. Donc il y a un des cofondateurs français aussi ? C'est ça, okay, exactement. Super intéressant, il faudra que je les vois aussi. Et là-dessus, eux, ils font du drone militaire, c'est beaucoup plus cher, leur drone ? Alors, c'est pas que c'est beaucoup plus cher, c'est que c'est à des intérêts différents, c'est des solutions qui sont attritables. Ça va être justement, c'est de la munition rôdeuse qui va aller exploser. Ok. La munition rôdeuse, des nouveaux termes maintenant, c'est fou. Donc, justement, du très low cost par impression 3D, pareil, qui va permettre qui va aller se détruire, qui est pas fait pour faire de mission, quoi. Ok. C'est l'inverse de ce que je cherche à faire Elon Musk avec ses fusées, de les faire réutiliser. Là, l'objectif, c'est... Et nous, c'est quand même ça, notre objectif, c'est la réutilisation. Autant que possible. T'as une idée de combien de vols ça peut faire ? Vous savez pas encore, vous n'avez pas le recul. On n'est pas allé assez loin, mais on a fait des plusieurs milliers d'heures de vol avec différentes générations d'avions. Hein, donc on connaît la fiabilité du système, mais aussi l'avantage, c'est que ça coûte pas cher à réparer, à changer. Ce que je veux dire, c'est parce que des milliers d'heures de vol, ça se fait assez vite. C'est-à-dire que ça peut représenter même pas un an, tu vois. Cela dit, si tes pièces ou même ton drone ne te coûte que 5 000 €, finalement. Facilement remplaçable. Et 5 000 €, t'as même les optiques et tout ce qui filme et tout ça. Okay. Alors, ça dépend bien sûr des besoins. Et justement, c'est là que c'est très important, c'est d'adapter. On adapte notre drone en fonction des besoins. On va pas, comme font beaucoup de constructeurs dans l'industrie, mettre une caméra thermique qui coûte 50 000 € sur tous les drones, et ensuite le client qui utilise que 5% des capacités de la caméra, qui n'a pas besoin du reste. Nous, on va aller prendre l'optique vraiment adaptée à la mission et à l'usage. T'es toujours quand même en 4K par exemple, ou on est toujours en 4K, Okay. Maintenant, c'est du standard partout. Tu parlais de comment t'appelais la latence, il y avait un autre terme tout à l'heure. La latence, c'est ça. La latence, typiquement, pour résoudre ce problème, c'est pas juste diminuer mettre un poids moins important sur la vidéo. Alors ça peut. L'encodage. Il faut, il y a faut toucher différentes caractéristiques pour améliorer ça, mais non, maintenant c'est du standard 4K et nous on s'est adapté à ça pour avoir un flux très basse latence. Ok, très clair. Tu mets combien de temps à vous vendre ? C'est quoi ton cycle de commercialisation sur les trafics ? Ça dépend là aussi des clients. Dans le privé, ça va beaucoup plus vite que dans le public, évidemment. Et on a une approche où on commence par des projets pilotes. Et ensuite, en fonction des succès, des métriques qu'on a définies avec nos clients, on va déployer à plus grande ampleur. Ce qui est fou, alors si, peut-être que pour certains, tu remplaces quand même des hélicos ou des routines autres. Mais sinon, c'est que potentiellement, pour beaucoup, c'est un nouvel usage. C'est un truc dont pas qu'ils n'avaient pas besoin, mais qu'ils n'avaient pas avant. Que tu vas leur apprendre. Alors aujourd'hui, on est plutôt sur le remplacement des moyens existants. Avions, hélicoptères extrêmement coûteux, extrêmement polluants. Donc en fonction des clients, il y a des objectifs différents. Dans le privé, il y a des vrais objectifs de réduction des émissions qui sont énormes sur des vols d'hélicoptères qui vont aller inspecter des lignes électriques, des pipelines. Et donc c'est vraiment ça notre objectif, c'est de réduire donc d'un côté les émissions, mais aussi les coûts pour nos clients. Donc les vols d'avions et d'hélicoptères, il y a ça aussi côté surveillance des frontières. Ils sont en train doucement de transitionner vers le drone, mais le problème c'est qu'ils se rendent compte qu'un drone, ça coûte aujourd'hui, un service de drone, ça coûte plus cher qu'un hélicoptère. Qu'on est autour des 3 à 5 000 € l'heure de vol chez un hélicoptère. Un drone, ça peut monter jusqu'à 10 000 € l'heure de vol. C'est extrêmement coûteux parce que, notamment sur des frontières, il faut envoyer du personnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le terrain pour assurer la mission de manière continue. Là où nous, on a notre centre opérationnel, nos pilotes, qui sont prêts à intervenir sur différentes missions en fonction des besoins. Et donc, on optimise le temps de nos pilotes et on les mutualise sur différentes missions. Ça, par exemple, je sais pas moi, entre la France et l'Angleterre, il y a des drones qui rôdent en permanence maintenant ? Ça commence, C'est vrai ? Ça commence doucement.
Pardon ? Des vôtres ? Non, pas les nôtres. Ok. Pas les nôtres, mais justement des technologies qui commencent à être dépassées ou qui mobilisent un but personnel sur le terrain qui est là en astreinte 24/7. Et ça un peu partout dans le monde. Ça va aller très vite tout ça. Ouais, ça va aller très très vite. T'as une idée de combien t'as une visibilité sur combien tu vas en livrer l'année prochaine ? Alors l'année prochaine, on vise. Alors c'est plutôt dans les, on va dire, heures de vol ou les 2 prochaines années. Ouais, on vise le déploiement d'une 50aine de stations là sur le territoire français européen. Ça fait combien de drones parce que t'en as pas 3 par station ? Ça fait entre 2 et 3 par station quand même. Ouais, donc on peut multiplier. Ça fait une centaine de drones. 120 drones en moyenne. Mais surtout, on est en train de passer d'une approche réactive à la demande. Ça, c'est notre service à l'heure actuelle, à une surveillance persistante des frontières et des infrastructures. Donc on a un vrai shift de paradigme entre ce qui se passe aujourd'hui avec des avions et des hélicoptères qui vont venir ponctuellement assurer un service, et une capacité non seulement d'identification, mais aussi de détection des intrusions, avec des drones qui volent 24/7 sur des zones sensibles. Et ça, il pourrait avoir en plus potentiellement plusieurs missions en même temps, non ? J'imagine un drone. Ouais, exactement. Il pourrait même, dans un même vol, passer d'une mission à d'une autre. Ça, c'est possible. Il pourrait, et puis nos pilotes, bien sûr, peuvent prendre une mission plutôt qu'une autre en fonction de la priorité. On peut avoir un pipeline en programmé, changer de direction pour aller vers en permanence, qu'on va avoir du Daniel Ref qui va être là au-dessus, quoi. Big Brother. Ok. Comment c'est passé donc rapidement, mais toi t'es passé du software full entreprise en pleine croissance. Tu faisais quoi chez Open Classroom? J'étais directeur produit. Ok. Donc j'étais vraiment sur la partie produit learning, donc rien à voir avec rien à voir, mais en effet il y a une, je pense. Et voilà, et c'est vraiment cette approche produit que j'ai amené et qu'on a amené justement dans le monde du drone. C'est la capacité à identifier les besoins réels de nos clients. Et ça a été ce gros travail qu'on a fait dès le début de Rift. Ça a été d'aller parler à un maximum de gendarmes, de policiers, de sapeurs-pompiers, de forces de sécurité globalement, que ce soit dans le monde privé ou public, de comprendre leurs besoins réels et ensuite de définir les problèmes clairement et de trouver la solution la plus simple pour répondre à ces problèmes. Tu connais mon podcast Génération du Durcell ? Ouais, tout à fait. T'avais écouté Stan Yox-Château ou pas quand il est passé l'année dernière ? Ah non, j'avais pas écouté. Écoute-le, c'est magique parce que lui, il est CEO et puis il est redescendu dans l'arène, il est redevenu, comment on appelle ça, VP Product ou. Parce qu'il aimait tellement le produit. Et en fait, après, on a continué à échanger, etc. Souvent, je l'appelle, il me dit je suis à Nantes. Chez des dentistes, je suis à à Lorient, etc. En fait, il passe sa vie vraiment 2 jours par semaine à aller chez des clients. Et c'est vraiment ça notre approche. C'est ce qui fait toute la différence. Ouais, exactement. C'est de comprendre et puis donc d'itérer rapidement. C'est une combinaison d'itération rapide sur notre produit et de le confronter immédiatement aux utilisateurs sur le terrain. Et ça permet d'accélérer les boucles de feedback et donc d'avoir une vélocité qui est vraiment le moteur de Rift. C'est cette vélocité et cette boucle de feedback rapide. Puis quand tu produis tout toi-même en impression 3D, l'autre personne qui m'a impressionné récemment, mais c'était dans un autre domaine, mais les vélos Gaïa, j'ai adoré Amélie Guichelet. J'ai adoré ça. Et en fait, elle te dit à chaque livraison, je sais pas si tu te souviens, à chaque batch, mes vélos changent. Ouais. Et vous pouvez changer votre drone à chaque drone, en fait. C'est ça, à chaque drone, on peut avoir une nouvelle version qui va être améliorée. Et même, on peut faire de la personnalisation de masse. C'est-à-dire qu'on peut avoir un drone dédié à un usage particulier et assez facilement avoir un autre drone personnalisé pour un autre usage. Et vous envisagez, je sais pas, une V2 du drone, enfin là c'est une V1, mais est-ce qu'il y a un moment, un plan, pas secret, mais ou un truc, ou peut-être un drone justement qui est pas un avion, ou c'est trop tôt? Alors pour l'instant, je dirais que c'est trop tôt. Mais justement, on commence à avoir des besoins différents en fonction des industries, et donc c'est comment y répondre. Aujourd'hui, on a pensé à quelque chose un drone le plus polyvalent possible, capable justement de fonctionner à travers un réseau de stations. À 8, il y en a un qui est en charge j'appelle ça les boîtes, mais comment t'appelles ça, les stations. Les stations, voilà, les stations. Un qui est en charge des objets volants, un qui est en charge du software.
Ouais. Derrière, ils ont peut-être une petite équipe chacun. Et puis, quoi, un qui sales, toi, tes produits global. Produits et sales. C'est vraiment ça, ouais. Produits et commercial, ouais. Ok. Et t'es le seul à vendre? Alors non, on a recruté notre directeur commercial qui permet d'accélérer justement, d'aller chercher, d'ouvrir différents marchés. C'est bizarre parce qu'il vient d'où le directeur commercial? Je veux dire, il vient de l'univers de la surveillance. Alors il vient de l'univers du hardware et justement des bornes de recharge électriques pour voitures. Donc il a cette expertise dans le déploiement de réseaux justement hardware. Et c'est assez proche finalement de ce qu'on fait chez Rift avec nos stations. Vous avez levé combien? On a levé 4,6 millions d'euros. C'est beaucoup parce qu'on voit que vous êtes aussi capable de travailler avec des briquets de broc, mais c'est aussi pas grand-chose par rapport à l'ambition globale. Tu tiens combien de temps avec 4,6? On tient entre 2 et 3 ans en fonction de la masse salariale, on va dire. Ok. Et il n'y a pas d'ambition d'être rentable rapide, là, c'est plutôt du déploiement ou quand même? Alors c'est plutôt du déploiement, ouais. Ça va être ça dans les 2-3 prochaines années. Et puis on vise une série A pour accélérer encore le déploiement de notre réseau. Ok. Elle va dépendre de quoi cette série A selon toi? C'est possible, le delivery. Ouais, exactement. Le delivery, accumuler suffisamment d'heures de vol évidemment. Et puis ça va être du revenu évidemment, hein, donc prouver qu'il y a une traction auprès de nos clients étatiques et industriels. Là, vous avez fait juste un seed, c'est ça? Ouais, un seed, exactement. OVNI est de la partie. OVNI est de la partie. On a mis combien? Alors ça doit être un tiers, peut-être un quart, je dirais. Ça a été l'idée par qui? Ça a été l'idée par Alecorp. Ok. Et t'étais un peu sursouscrit là-dessus ou t'étais on est allé comme il faut parce qu'on est allé assez vite. On a voulu, on a choisi les 2 fonds un peu de cœur avec qui on voulait travailler. C'est un peu les 2 premiers fonds qu'on avait contactés et on a voulu closer assez rapidement. Ouais, exactement, ça allait très vite. Qu'est-ce que c'est je te pose sans faire de promo, quelle est la force, peut-être les faiblesses d'OVNI? Alors la force, moi je dirais que c'est la proximité avec les fondateurs. C'est vraiment que moi je les ai vraiment tous les 2 jours, ils sont hyper disponibles. T'as qui? Augustin et Thomas. Ouais, avec qui je parle assez souvent. Le sang de la veine. Exactement. Ouais. Et non, je dirais que c'est ça, pour l'instant, j'ai pas vu de faiblesse. C'est vraiment ça leur force et c'est ça qu'on aime beaucoup avec OVNI et pour ça qu'on les a choisis cette proximité. Ta série A, tu la vois quand? La série A, on la voit à 18-24 mois. Ok. Si t'as quelqu'un qui nous écoute qui se dit non mais je vais y aller maintenant, tu dirais oui ou non? Je dirais non. Je dirais que c'est trop tôt. Je mets 15 millions sur la table sur une valo à 50. J'hésite. Ok, c'est bien. Écoutez, voilà, il n'y a plus qu'à, vous savez où le joindre, Daniel. On te suit où? Sur LinkedIn, par exemple? Exactement, tu publies un peu? Ouais, on publie beaucoup sur LinkedIn, donc c'est vraiment là qu'on centralise toutes nos infos. Qu'est-ce que va faire l'IA dans tout ça, selon toi? L'IA, elle va permettre d'automatiser toutes les opérations finalement, hein, donc de sortir petit à petit la place des pilotes et des opérateurs dans nos opérations. Aujourd'hui, on a un pilote dédié à chaque mission, à chaque drone. Demain, on veut un superviseur qui va aller regarder, qui va aller s'assurer que notre réseau fonctionne sur des dizaines, centaines, milliers de drones qui volent en parallèle. Et ça va être possible avec justement de l'automatisation de l'inspection ou de la surveillance, par exemple la détection d'anomalies le long du pipeline, la détection d'engins de chantier, ça on va l'automatiser au fur et à mesure sur l'année 2026. Et petit à petit, aussi complètement automatiser le pilotage. Donc là, on va être capable, plus avec l'œil du pilote, mais avec une IA, donc de détecter des aéronefs et de les éviter en cas de problème. Après, il y aura l'IA embarqué ou pas, à savoir, ok. Les panneaux solaires, les éoliennes, tout ça, c'est des business qui vous intéressent? Alors ouais, tout à fait. Ouais. Ça permet de détecter des anomalies sur les champs, les champs d'éoliennes, les champs de panneaux photovoltaïques. Complètement. C'est exactement le genre de cas d'usage sur lequel on travaille. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus là dans ce que tu fais? Ce qui me plaît le plus, je pense, c'est de travailler sur quelque chose de palpable, de physique,
Et ça a été un changement, ça a complètement changé ma vie sur les dernières années, c'est de pouvoir concrètement voir ce qu'on construit, de le voir voler, c'est assez extraordinaire comme sensation. Et je dirais que ça serait difficile de revenir en arrière à un monde du software pur SaaS classique quand on a vécu ça. C'est vrai que ayant touché tellement de hardware en Chine là, ça, waouh, c'est tellement sexy, c'est vrai. Alors que c'est tellement les trucs que tu voulais pas toucher avant. En fait. C'est ça, exactement. Tu disais, c'est quelle Hardware galère. is a Nightmare. C'était vraiment. Moi, je me souviens les épisodes que je faisais, Ilana Beacera, de mon deuxième épisode là, qui était sur des brosses à dents et des. Oh, je me disais, mais qu'est-ce qui va s'emmerder là-dedans? Mais quel enfer! Hardware is hard. C'est ça. Super intéressant. Écoute, et vous avez commencé quand, juste pour. On a commencé il y a un peu moins de 2 ans là. Ok. Et le drone, cette version du drone, le premier qui a volé, c'était quand? Ça devait être, 2 ans, c'était il y a 2 ans. Okay. C'était vraiment ça, c'est on a créé la boîte quand le drone volait, c'était un peu ça le timing. Après, je dis ça, mais il y a eu plein de versions avant ça. Il y a eu peut-être une dizaine de petits drones qui ont pris en ampleur sur les années précédentes. Aussi dans un garage. Quoi. Ouais, exactement. T'as quitté Open Classroom, ça devait être un petit vertige quand même, non? Alors ouais, c'est un petit vertige, mais bon, la transition s'est faite assez rapidement. On est rentré dans le concret, dans les échanges avec les utilisateurs sur le terrain, avec les forces de sécurité. Et ça a été, on a tout de suite vu le potentiel et on a plongé tête baissée là-dedans. Vous avez levé au bout de combien de temps? Alors on a levé au bout d'1 an et demi, quelque chose comme ça. C'est tout frais. Ok, bah écoute, super. Moi, je trouve ça. Toutes ces choses, évidemment, ça va m'empêcher de dormir encore ce soir, mais je trouve ça hyper intéressant et à la fois, tant que c'est bien géré, c'est là où je trouve ça rassurant d'avoir des entreprises françaises aussi qui font ça, européennes, de manière autonome, indépendante. Tu te sens un peu surveillé parfois? Pas encore. Surveiller dans je sais pas, en tant qu'entreprise, est-ce que soit français soit étranger, mais tu te dis quand même dans votre truc, votre base navale, je pense que ça va venir, ça va être des problématiques qu'on va devoir gérer. On commence à les voir émerger chez des partenaires, des concurrents, voilà, donc on sait que c'est quelque chose qui. Les autorités françaises vous alertent de certaines choses ou non, ou enfin non. Si. Ok. Si. Ouais, donc on est quand même sur un truc un peu surveillé forcément. Forcément. Et vous-même vous démontez des drones, vous commandez des pièces et vous faites comme font les Chinois, on leur reprochait, mais d'aller démonter des pièces de concurrents, de confrères. Alors, on a déjà regardé ce qu'il y avait sous le capot de certains drones, évidemment, dans les phases de R&D. Donc, ouais, bien sûr, on s'intéresse beaucoup à ce qui est fait chez les concurrents. Ok. Vous n'avez pas encore eu de vos drones qui ont disparu, non? Alors non. Okay. Non, on n'a pas eu ça. On n'a pas encore eu de. Merci, Daniel. On te suit sur LinkedIn. On vous suit. Si on veut... quelqu'un nous écoute, pense à quelqu'un qui a un champ d'éolien, de photovoltaïque, de pipeline, on peut te contacter. On va par le site. Par le site, ouais, exactement. Okay. Par donc, le site contact@rift.aero. Contact@rift.aero, tu les reçois ces emails en plus, j'imagine. Exactement. Généralement, quand on est 8, on est plusieurs à les recevoir. Merci de ta transparence et passionnant. Prochaine étape, tu me fais piloter un drone. Avec grand plaisir, on t'accueillera sur la base. Ok, à Montigny-le-Bretonneux. Allez, ça marche. Merci, Daniel. C'était passionnant. Mathieu. À plus. Ciao.